Le jour où Thomas Mercier perdit tout, le ciel lui-même sembla se fissurer. Il marchait sur le trottoir de la rue des Acacias, une fine enveloppe froissée serrée dans sa main tremblante, quand le tonnerre gronda. D'abord, il crut à un orage. Le ciel était pourtant dégagé. Le soleil brillait, implacable, au-dessus du petit hôpital de Bourg-la-Forêt où il avait consacré 15 ans de sa vie. Puis l'air se mit à vibrer. Les vitres des voitures garées tressaillirent. Les pigeons s'envolèrent d'un seul coup. Et 2 hélicoptères noirs surgirent du néant, leurs pales déchirant l'après-midi comme une lame tranche le silence. Ils ne se posèrent pas à l'hôpital. Ils atterrirent dans le champ vide juste devant lui. Des hommes en tenue sombre en jaillirent avant même que la poussière ne retombe, scrutant la rue avec l'intensité de soldats en zone de guerre. L'un d'eux hurla, la voix brisée par l'urgence, « Où est le médecin ?» Thomas se figea. Quelques minutes plus tôt, on lui avait annoncé qu'il n'en était plus un. Thomas Mercier n'était pas un homme qui s'attendait à être recherché par des hélicoptères. Il était un homme qui s'attendait, chaque soir, à retrouver une petite fille aux nattes défaites et aux genoux écorchés, qui lui sautait dans les bras dès qu'il franchissait la porte. Une petite fille qui s'appelait Chloé. Et qui était, depuis 5 ans, la seule raison pour laquelle il continuait à se lever le matin. Veuf, père célibataire, chirurgien pédiatrique. Voilà comment on le décrivait dans les couloirs de l'hôpital. Mais ces 3 mots ne racontaient pas la vérité. Il ne racontait pas les nuits où il restait assis au bord du lit de Chloé longtemps après qu'elle s'était endormie, à écouter sa respiration dans le noir, reconnaissant que ce souffle existait encore. Il ne racontait pas les matins où il préparait ses tartines en essayant de se rappeler comment Claire les lui faisait, avec du beurre jusqu'au bord, jamais au milieu parce que Chloé avait dit un jour, tout doucement, que maman les faisait mieux. Et qu'il avait dû se retourner vers l'évier pour qu'elle ne voie pas ses yeux briller. Sa femme, Claire, était décédée dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Chloé avait 2 ans. Elle n'avait aucun souvenir de sa mère, pas un visage précis, pas une voix, pas une odeur. Juste une absence. Un espace vide en forme de maman que Thomas essayait, de toutes ses forces, de remplir sans jamais pouvoir y parvenir vraiment. Il avait appris à tresser les cheveux en regardant des tutoriels sur son téléphone, tard le soir, après des gardes de 12 heures. Il avait appris à faire les nattes, puis les tresses africaines, puis les petits chignons bouclés que Chloé réclamait pour les jours de fête. Ses premières tentatives étaient catastrophiques. Chloé se regardait dans la glace, fronçait le nez, et disait avec sa franchise désarmante, « Papa, on dirait un nid d'oiseau. » Il éclatait de rire. Elle aussi. Et dans ce rire partagé, pendant quelques secondes, tout allait bien. Il avait tenu debout par miracle. Il enchaînait les doubles journées. Il s'endormait parfois la tête sur son bureau, le front posé sur un dossier médical, et se réveillait en sursaut à l'aube, le cœur serré à l'idée d'être arrivé en retard à l'école. Il ratait des anniversaires, des spectacles scolaires, des réunions de parents. Et chaque fois, il voyait dans les yeux de Chloé cette petite ombre fugace, pas de la colère, non, elle ne lui en voulait jamais, juste une résignation douce et triste qui lui brisait le cœur bien plus violemment que la colère ne l'aurait fait. Un soir, il était rentré si tard que Chloé dormait déjà. Il s'était assis sur le bord de son lit, dans le noir, et il avait regardé son petit visage apaisé. Elle avait dessiné quelque chose ce jour-là et l'avait posé sur sa table de nuit pour qu'il le trouve en rentrant. C'était une feuille de cahier froissée, avec 2 personnages maladroits au feutre rouge. En dessous, elle avait écrit, avec ses lettres d'enfant encore mal assurées, « Moi et papa. Les meilleurs super-héros du monde. » Il avait plié le dessin avec soin et l'avait glissé dans la poche de sa blouse. Il l'avait encore là, ce soir-là, au moment où tout s'effondra. Mais chaque fois qu'il tenait la petite main d'un enfant sur la table d'opération et que la respiration se stabilisait, il se rappelait que tout ça en valait la peine. Pour Chloé. Pour tous les Chloé du monde. Jusqu'à ce mardi matin-là. 3 mois plus tôt, un nouveau directeur avait pris les rênes de l'hôpital. Un homme obsédé par les chiffres, les budgets, les tableaux de rentabilité. Pour lui, la médecine était une entreprise comme une autre. Thomas avait osé lui tenir tête en réunion. Il avait refusé de renvoyer un enfant chez lui prématurément pour libérer un lit. Il avait insisté pour que des examens supplémentaires soient faits sur un gamin dont l'assurance ne les remboursait pas. Le conflit couvait depuis des semaines. Ce matin-là, il avait atteint son point de rupture. On l'avait convoqué dans le bureau vitré du 3e étage et on lui avait annoncé, froidement, que son approche était inadaptée aux réalités modernes. Qu'il dépensait trop. Qu'il était émotionnellement instable. Que l'hôpital avait besoin de médecins capables de s'adapter. Le licenciement fut immédiat. 15 ans de service. Réduit à néant en 15 minutes. Il était sorti avec une boîte en carton. Une photo encadrée de Chloé prise l'été dernier au bord de la mer, elle riait les yeux fermés, le visage tourné vers le soleil. Un mug avec l'inscription « Le meilleur papa du monde », griffonné en feutrine rouge par une petite main maladroite, un matin de fête des pères.
Et le stéthoscope que Claire lui avait offert le jour de sa remise de diplôme, avec un petit mot glissé dans l'étui, pour que tu entendes toujours battre les cœurs que tu sauves. Il n'avait jamais pu se résoudre à changer de stéthoscope. Les infirmières évitaient son regard. Quelques-unes l'avaient serré brièvement dans leurs bras en murmurant des excuses. Mais les excuses ne paient pas le loyer. Elles ne nourrissent pas une petite fille de 7 ans qui attend que son papa rentre. Elles ne remplacent pas les cours de danse du mercredi, ni les livres de bibliothèque qu'il lui rapportait chaque semaine, ni les petits riens du quotidien qui construisent la sécurité d'un enfant. Lorsqu'il arriva rue des Acacias, le poids de l'avenir l'écrasait. Un crédit immobilier. Les frais de cantine. Les cours de danse. Et quelque part dans une école primaire à 2 rues de là, une petite fille aux nattes impeccables, il les avait faites ce matin avec une application qu'il avait regardée 3 fois pour être sûr qu'il croyait encore, de toute la force de ses 7 ans, que son papa pouvait tout réparer. Et puis, soudain, le ciel se remplit de pales d'hélicoptères. Les hommes qui couraient vers lui semblaient au bord de la panique. L'un d'eux lui saisit les épaules sans même se présenter. « Vous êtes bien le docteur Thomas Mercier ?» Il hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. L'homme laissa échapper un long souffle, comme s'il venait de trouver de l'oxygène dans le vide. Il expliqua, en hachant ses mots, il le cherchait partout. Un jet privé avait atterri à l'aéroport régional une demi-heure plus tôt. À bord se trouvait le fils d'une des familles les plus influentes du pays. Un garçon de 8 ans, grièvement blessé lors d'un accident de vacances. Le centre de traumatologie le plus proche n'avait pas les compétences requises pour l'opération rare dont il avait besoin. Mais quelqu'un avait évoqué le nom de Thomas. Il n'y avait qu'un seul chirurgien dans un rayon de 200 km ayant déjà réalisé cette intervention à plusieurs reprises. Le problème, quand ils avaient appelé l'hôpital, on leur avait dit qu'ils n'y travaillaient plus. Les hélicoptères étaient leur dernier recours. Thomas eut l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. On venait de lui dire qu'il était trop émotif pour exercer. Et voilà que des inconnus le suppliaient de sauver la vie d'un enfant. Il n'y avait plus de place pour l'amertume. Plus de place pour l'orgueil. Le garçon souffrait d'une hémorragie interne et chaque minute qui passait était une minute de trop. Une seconde, Thomas hésita. Non pas par doute de ses mains, mais par doute de lui-même. Puis il pensa à Chloé. Il pensa à la façon dont elle dormait, un bras replié sous la joue, les cils posés sur sa peau comme 2 petits éventails. Il pensa à sa voix du matin, encore enrouée, qui demandait toujours « On a quoi pour le petit déjeuner ?» avant même d'avoir ouvert les yeux. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé pour elle, à tout ce qu'il traverserait encore. Et il comprit qu'un père qui renonce à sauver un enfant n'est plus tout à fait le père qu'il voulait être. Il acquiesça. Tandis que l'hélicoptère s'arrachait du sol, Thomas regarda la ville rétrécir sous ses pieds. Quelques instants plus tôt, il marchait, vaincu, sur ce même bitume. Quelque chose, dans sa poitrine, s'était remis en place. Ses problèmes n'avaient pas disparu. Mais il s'était effacé derrière une mission claire et unique, sauver cet enfant. La clinique privée était un tourbillon d'activités parfaitement huilé. Les infirmières s'activaient avec précision. Les moniteurs émettaient leurs bips urgents. Et sur la table d'opération gisait un petit garçon, pâle et immobile, sa poitrine se soulevant à peine. Derrière la vitre, sa mère se tenait les 2 mains plaquées contre le verre, le visage déformé par une terreur absolue. À cet instant, elle ne ressemblait ni à une femme puissante ni à une femme riche. Elle ressemblait à n'importe quelle mère en train de perdre son enfant. Elle ressemblait à Claire, à ce que Claire aurait été, dans une salle comme celle-là, si quelqu'un avait pu la sauver. Thomas se lava les mains, accomplissant ce rituel familier qui avait toujours réussi à calmer le tremblement intérieur. En entrant dans la salle, tout le reste s'estompa. Les accusations. La lettre de licenciement. La peur du chômage. Il ne restait plus que l'enfant, et ses mains à lui. L'opération fut brutale. Les lésions internes étaient bien plus graves que ce qu'il y avait été décrit. L'hémorragie était massive. À un moment, le rythme cardiaque du garçon chuta si violemment que la salle entière sembla retenir son souffle. Les mains de Thomas, elles, ne tremblèrent pas. Son cœur battait la chamade, mais ses gestes étaient précis, posés, guidés par 15 ans d'expérience et par quelque chose d'impossible à nommer, quelque chose qui ressemblait à de l'amour, celui qu'on porte à tous les enfants quand on a appris ce que c'est que d'en élever un seul. Il dirigeait son équipe avec un calme qui contrastait avec le chaos des moniteurs. Les heures s'écoulèrent. Le soleil déclina derrière les vitres. La sueur imbibait sa blouse. Il pensa à Claire, à la façon dont elle lui disait que ses mains étaient les plus sûres qu'elle ait jamais connues. Il pensa à Chloé qui attendait chez la voisine, qui avait peut-être demandé 10 fois à quelle heure papa rentrait. Qui avait peut-être sorti son dessin, celui des 2 super-héros, et l'avait regardé un long moment sans rien dire. Et puis, enfin, après ce qui lui sembla être une éternité compressée en quelques heures, l'hémorragie fut maîtrisée. Les tissus réparés. Le cœur du garçon se stabilisa, régulier, fort, vivant. Thomas recula d'un pas. C'était fini.
Il resta immobile quelques secondes, les bras le long du corps, les yeux fermés. Et pour la première fois de la journée, il laissa quelque chose se défaire dans sa poitrine. Pas de la fierté. Quelque chose de bien plus silencieux. Le soulagement d'un homme qui sait qu'un enfant va rentrer chez lui. Qu'une mère ne perdra pas son fils. Qu'une petite fille quelque part n'aura pas à apprendre, comme Chloé, ce que signifie l'absence. Quand il rejoignit la salle d'attente, la mère se précipita vers lui avant même qu'il ait ouvert la bouche. Elle scrutait son visage, cherchant la réponse dans ses yeux. Quand il lui annonça que son fils était vivant et que son état était stable, elle s'effondra en larmes, serrant ses mains comme si elles étaient le dernier point fixe dans un monde en train de s'écrouler. Elle répétait merci, 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 et Thomas, lui, pensait à une petite fille aux nattes défaite qui l'attendait à 2 rues d'une école primaire. Il rentra tard ce soir-là. Chloé dormait chez la voisine. Il alla la chercher sans faire de bruit, la souleva dans ses bras encore endormis, sentit sa tête lourde tomber contre son épaule, ses petits doigts s'agripper machinalement à sa veste. Il la ramena chez eux à pied, dans la nuit douce, et il pleura. En silence, les dents serrées, les larmes coulant librement sur ses joues pour la première fois depuis très longtemps. Pas de tristesse. De gratitude. D'une gratitude si profonde qu'elle faisait mal. Dès le lendemain matin, les médias s'emparaient de l'histoire. Un chirurgien pédiatrique d'une ville moyenne, licencié la veille même pour instabilité émotionnelle, transporté par hélicoptère pour sauver l'enfant d'un milliardaire. L'ironie était trop criante pour être ignorée. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. D'anciens patients témoignèrent de sa gentillesse. Des infirmières, sous couvert d'anonymat, décrivirent les dérives du nouveau directeur. L'hôpital publia un communiqué poli évoquant une restructuration interne. Pendant ce temps, Thomas était assis à sa table de cuisine, les yeux rivés sur Chloé qui mangeait ses tartines, beurre jusqu'au bord, jamais au milieu, sans savoir que le monde entier parlait de son papa. Le lendemain, son téléphone ne s'arrêta plus de sonner. Des offres affluèrent de partout. Mais c'est une réunion inattendue qui allait tout changer. La famille du garçon qui l'avait sauvé demanda à le voir. Cette fois, pas d'hélicoptère. Ils arrivèrent avec humilité. Le père, un homme dont le nom était gravé sur des tours et des sièges sociaux, le remercia d'une voix qui tremblait malgré l'habitude du pouvoir. Il dit qu'aucune somme d'argent ne pourrait compenser ce qui avait été accompli. Mais qu'il voulait essayer d'une manière qui ait du sens. Il proposa de financer un centre de chirurgie pédiatrique, là, dans la ville de Thomas. Entièrement équipé. Sans compromis sur les soins. Sans sortie prématurée dictée par la rentabilité. Un lieu où les enfants de toutes les familles pourraient recevoir les meilleurs soins, sans que leurs parents craignent la ruine. Et il voulait que Thomas en prenne la direction. Ce n'était pas un emploi. C'était une mission. Thomas demanda 24 heures. Ce soir-là, il s'assit avec Chloé sur le pas de la porte. Les étoiles apparaissaient une à une au-dessus des toits. Il lui expliqua doucement que papa pourrait peut-être construire un hôpital rien que pour les enfants. Elle réfléchit une longue seconde, très sérieuse, comme elle l'était toujours quand quelque chose lui semblait important. Puis elle leva vers lui ses grands yeux noisettes et lui demanda « Mais tu pourras encore me faire un câlin le soir ?» Il sentit sa gorge se serrer. Il l'attira contre lui, enfouit le nez dans ses cheveux, cette odeur de shampoing à la fraise et de soleil qu'il aurait reconnue entre mille et lui promit que oui. Toujours. Quoi qu'il arrive, toujours. Et dans ce moment suspendu, le front posé contre le front de sa fille, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment su mettre en mots. Se faire licencier lui avait semblé être la fin de tout. Mais cela l'avait placé exactement là où il devait être, au moment précis où l'hélicoptère était venu le chercher. S'il avait encore été au bloc, s'il était sorti par une autre sortie, s'il avait attendu ne serait-ce que 5 minutes, l'histoire aurait pu être tout autre. Parfois, la vie ne nous accule pas pour nous punir. Parfois, elle nous prépare à quelque chose de plus grand que tout ce qu'on avait osé imaginer. Thomas accepta. La construction commença quelques mois plus tard. Et le nouveau centre ne fut pas qu'un simple bâtiment. Ce fut un symbole. Les infirmières qui, autrefois, murmuraient des excuses dans les couloirs de l'ancien hôpital arpentaient désormais ces nouveaux couloirs avec fierté. Des familles venaient de loin pour que leur enfant soit soigné là. Et Chloé avait décoré tout un mur de la salle d'attente avec des dessins de super-héros en blouse blanche. Elle avait passé un samedi entier à le faire, la langue entre les dents, concentrée comme si c'était la chose la plus importante du monde. Peut-être que c'était le cas. Le jour de l'inauguration, Thomas se tenait à l'entrée et regardait les enfants pousser les portes en courant, comme on pousse la porte d'un endroit où l'on n'a pas peur. Chloé était à côté de lui, sa petite main dans la sienne, et elle regardait elle aussi, les yeux grands ouverts. « C'est beau, papa », dit-elle simplement. Et il ne trouva rien à répondre, parce que c'était la vérité, et que la vérité, parfois, n'a pas besoin de mots. Il sentait profondément l'absence de Claire. Mais il la sentait aussi présente dans chacune de ses décisions, dans chacun de ses gestes, dans la façon dont il murmurait aux enfants effrayés que tout allait bien se passer.
Et dans les yeux de Chloé, ce jour-là, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer. De la fierté. Une fierté tranquille et solide, celle d'une petite fille qui sait que son père est un homme bien. Il n'était plus simplement un chirurgien en guerre contre les logiques comptables. Il était un père qui construisait un héritage. Un homme qui avait transformé sa douleur en porte ouverte pour les autres. Et en levant les yeux vers le ciel clair au-dessus de la ville ce matin-là, il ne put s'empêcher de repenser au bruit de ces hélicoptères. Ce qui lui avait semblé être le chaos s'était révélé être une opportunité déguisée. La vie de Thomas ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Il y a eu de longues nuits, des cas difficiles, des moments où le doute revenait frapper à la porte. Mais chaque soir, en rentrant, il trouvait Chloé qui l'attendait. Parfois endormie sur le canapé, un livre ouvert sur le ventre. Parfois debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, faussement sévère, « T'es encore en retard, papa. » Et il souriait. Parce que même ses reproches ressemblaient à de l'amour. Il était rentré chez lui abattu, vaincu, une boîte en carton sous le bras. Il s'était envolé dans l'incertitude et la peur. Et il avait atterri non pas seulement comme médecin mais comme la preuve vivante que parfois, quand le monde semble tout détruire, il ne fait que préparer le terrain pour quelque chose de bien plus grand que tout ce qu'on avait pu imaginer. Au final, ce ne sont pas les hélicoptères qui ont changé sa vie. C'est le courage qu'il a eu d'y monter. Et chaque soir, quand il allait border Chloé et qu'elle lui chuchotait « Bonne nuit papa » dans le noir, il savait que ce courage-là, il l'avait puisé en elle. Depuis le début. Depuis toujours.